c'est la Russie qui a intérêt à une pause dans les combats. De fait, le temps joue bien sûr en faveur de la Russie et contre l'Ukraine qui, au contraire, a intérêt à accélérer les choses. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Pourquoi dit-on cela ? Eh bien, posons les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire aussi clairement que la montre, le temps, joue en faveur de Moscou ? Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a tout intérêt à temporiser ? Eh bien parce que la Russie est sur la défensive. Chaque jour, de nouvelles images le montrent. Aujourd'hui, c'est ce nouvel alignement de dizaines de dents de dragon, les unes à côté des autres. Vous le voyez sur 3 lignes avec en plus du fil barbelé. Nous sommes dans la région de Louhansk, au nord du Donbass. Et cela fait maintenant plusieurs semaines que les Russes se barricadent pour geler au maximum le front. Regardez la carte, c'est assez impressionnant. Sur à peu près 900 km de front, ces fortifications que nous avons représentées en blanc commencent maintenant à représenter une proportion assez significative. Pourquoi cette stratégie défensive ? Parce que la Russie a besoin de reconstituer son armée. La Russie a besoin d'hommes, on l'a beaucoup dit. 11 000 mobilisés russes de l'automne s'entraînent par exemple en ce moment même en Biélorussie et devraient être bientôt déployés sur le front. D'autres, encore plus nombreux, sont formés en ce moment également dans les casernes russes, en attendant peut-être une nouvelle vague de mobilisation. La Russie a également besoin de drones. Elle avait signé un contrat avec l'Iran pour un total de 1750 appareils. 660 ont déjà été livrés et utilisés. Et Moscou attend désormais avec impatience le reste de la commande. On dit qu'un nouveau lot de 300 drones devrait arriver dans les semaines qui arrivent. La Russie a également besoin de missiles. Le renseignement ukrainien indiquait dernièrement qu'il n'en restait plus que pour 2 salves de bombardements massifs sur l'Ukraine. La Russie a même, et enfin, besoin de munitions, puisqu'on estime qu'en ce moment, les Russes tireraient 20 000 obus par jour et que les stocks s'épuisent très vite. Bref, David, la Russie s'inscrit dans une guerre longue, une guerre qui dure. Voilà. Et côté ukrainien, on l'a bien compris ça. On a bien compris que le temps jouait pour Moscou. Les soutiens occidentaux l'ont compris aussi. Et voilà pourquoi, même si cette armée ukrainienne a déjà fourni beaucoup d'efforts, elle continue à tenter de nouvelles contre-attaques et elle continue, en infléchissant sa stratégie, à porter des coups à la Russie pour l'empêcher de reconstituer son armée. Et oui, par exemple, regardez, on en parle beaucoup moins en ce moment, mais le fameux front de Kherson n'est pas du tout inactif. Après avoir repris la ville en novembre, les Ukrainiens tentent toujours de franchir le fleuve Dniepr pour prendre pied sur cette rive est, vous le voyez, toujours occupée par les Russes. Regardez par exemple cette incursion de l'armée de Kiev sur le fleuve à bord de petites embarcations pour tenter peut-être d'accoster mètre par mètre. Aux dernières nouvelles, les Ukrainiens auraient pris position sur la moitié de cette fameuse péninsule de Kinburn, c'est-à-dire l'extrême sud de ce front qui longe le Dniepr. Mais de toute évidence, cette contre-offensive, elle n'avance plus, pas plus d'ailleurs ici que dans le Donbass, d'où, vous le disiez, cette inflexion de la stratégie ukrainienne pour frapper plus en profondeur. On a beaucoup parlé de Makivka. Eh bien, c'est dans cette perspective que s'inscrit justement cette frappe de Makivka. Et les autres d'ailleurs du même genre qui ont eu lieu également la nuit du 31 décembre. C'est dans cette perspective aussi que se sont inscrites les frappes ukrainiennes sur le territoire russe, notamment sur les bases aériennes d'Engels et Ryazan, à des centaines de kilomètres du front. Et plus près du front, justement, c'est encore dans cette perspective que s'inscrivent des frappes comme celle-ci à Svatove, dans la région de Louhansk. Les Ukrainiens ont bombardé, vous le voyez, ce bâtiment qui abritait des armes russes. Et dans le même temps, les Ukrainiens, eux aussi, sont en train de tenter de renforcer leur armée. Oui, illustration la plus immédiate, les chars AMX-10 RC promis hier par la France, mais aussi ces 42 blindés BMC Kirpi conçus pour être particulièrement résistants aux mines et aux embuscades que la Turquie est en train de livrer à l'Ukraine, en l'occurrence ici via la Roumanie. Illustration aussi, les milliers de soldats ukrainiens formés en ce moment même en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis ou encore en France. Merci Fanny, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête pour prendre la mesure de cette offre de trêve de Moscou. Et c'est tout cela qu'a en tête également Joe Biden lorsqu'il a réagi à cette annonce de trêve. On a reçu la déclaration du président américain, je vous propose de l'écouter. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and
churches and with on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. Se donner de l'air, c'est ce que nous expliquait Fanny. Oui, Mariana, vous vouliez réagir? Alors, déjà, je voudrais réagir un tout petit peu par rapport à la thèse qui a été présentée, que le temps joue pour la Russie et contre l'Ukraine. En réalité, cela dépend de décisions, justement. Actuellement, le temps joue pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine se renforce tous les jours plus vite que la Russie, qui s'épuise au fur et à mesure, qui a besoin de repli. Or, donc, actuellement, le temps joue pour l'Ukraine. Non, la dynamique joue pour l'Ukraine. Voilà, la dynamique joue pour l'Ukraine. Mais même le temps joue pour C'est-à-dire, l'Ukraine. s'il y avait une trêve d'un mois... Plus il y a de livraison d'armes, par exemple. Non, mais plus la guerre dure et plus l'armée russe pourra se reconstituer. Elle a raison. Elle a évidemment raison. Je veux dire que qu'est-ce qui fait la force d'une armée ? C'est Napoléon qui le disait, c'est un quart le matériel, trois quarts le moral. Qui a le moral actuellement ? C'est l'armée ukrainienne. Et ça va tenir, et ça va tenir. L'Ukraine ne montre pas de signes d'effondrement. En revanche, l'armée russe n'a absolument pas le moral. Et c'est peut-être l'opération que tente de faire... Ni les munitions. Mais à la limite, les armes, c'est important. Mais on a bien vu qu'en Afghanistan, ça n'a pas permis aux Américains de gagner la guerre. Les Français n'ont pas gagné la guerre d'Algérie. Les Français n'ont pas gagné la guerre d'Indochine, etc., etc. Les Américains n'ont pas gagné la guerre de Corée. On pourrait multiplier comme ça à l'infini les exemples d'armées modernes, etc., qui ont perdu des guerres. Donc là, c'est pas la question des munitions, c'est la question du moral, c'est la question politique. Et contrairement à ce que croyait Poutine, l'Occident, le soutien de l'Occident, on en a parlé ici du fameux sondage, mais le soutien de l'Occident ne faiblit pas. Je vous signale, le truc le plus important géostratégiquement qui vient de se passer, c'est l'effondrement actuellement auquel on assiste du prix du gaz. On est revenu au mois de novembre 2021. Il pensait nous étrangler avec le gaz. Il a partiellement réussi, c'est-à-dire il nous a mis en difficulté, mais il a perdu cette guerre. Je veux dire, il se passe des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que Poutine, tous les coups qu'il a tenté de jouer, qui auraient pu être des coups gagnants sur le gaz, on pensait vraiment que ça pouvait être un coup gagnant, il l'a perdu. L'Occident reste uni, enfin l'Occident, oui c'est ça, oui l'Occident, l'Ouest, les Européens, les Japonais, les Américains, restent unis derrière l'Ukraine. Donc le temps, il joue contre Poutine. Combien de temps l'économie russe va-t-elle mettre à s'effondrer ? À mon avis, très rapidement. L'Ukraine, on déverse des milliards. Alors, est-ce qu'ils seront bien utilisés ou pas ? L'Ukraine n'est pas devenue brutalement un état de droit, une économie de marché fonctionnelle. Ah, si c'est quand même un état de droit, n'exagérons rien. Enfin, ça, on pourra en reparler. Mais en tous les cas, il y a des progrès qui sont faits. Et en tous les parce qu'on sait très bien qu'une partie des armes se retrouve actuellement sur le marché noir, etc., et qu'on risque de les retrouver chez nous. Mais en tous les cas, l'Ukraine se développe, profite. Des exemples, c'est très grave ce que vous dites. Non, c'est très grave. Oui, c'est grave. C'est très grave, effectivement. Y a-t-il des faits, là ? Il y a des faits, absolument. À Bruxelles, je peux vous dire que Europol, que les coordinateurs antiterroristes, etc., travaillent actuellement sur une partie, sur les trafics d'armes, puisque vous me posez la question, j'y viens, sur les trafics d'armes, sur une partie des armes, pas des armes lourdes, comme ça s'est passé pendant le conflit en Yougoslavie, qu'on retrouve sur le marché noir et qu'on risque de retrouver chez nous. Il y a une inquiétude, je peux vous assurer, qui est prégnante, qui est quotidienne à l'OTAN et aux institutions européennes sur ce trafic d'armes. Le tout est de savoir de quelle quantité on parle. Oui. Dominique, Général Trinquant, le temps joue pour l'Ukraine ou le temps joue pour la Russie ? Écoutez, il vous répond. On verra le résultat. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la Russie, elle, compte sur le temps long. Elle a besoin de se réorganiser, d'où l'évacuation de Kherson, pour regrouper les éléments, pour monter les dispositifs défensifs qu'on a vus, pour équiper, mobiliser, etc. Donc elle tombe sur le temps long. Petite parenthèse historique. 1812, 1842. La Russie a toujours commencé par être enfoncée, puis a fini par gagner. Et Poutine, il a ça dans la tête. Il se dit, avec le temps long, moi, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, l'immensité russe, le général Hiver, enfin tout ce que vous voulez. 140 millions d'habitants. 1942. Ah, pardon, vous avez dit 1842, pardon, donc je vous dis... 1942. Oui, mais le temps, en 1813, je vous signale que ça a duré qu'un an. Hein. Mais, donc, oui, mais il est revenu... Donc, simplement, lui compte sur le temps long. Les Ukrainiens, eux, vous avez raison de parler de la dynamique, eux ont besoin du temps court. Ils ont besoin d'une victoire maintenant. Pourquoi ? Parce que s'ils attaquent maintenant, quand je dis maintenant, c'est dans les 2 mois qui viennent, ils enfoncent la Russie avant qu'elle ne soit réorganisée. Au-delà des forces morales, qui est une vérité, l'organisation des armées est importante
Et je rappelle que sur le temps long, la posture actuelle de Poutine est intéressante. Les 2 dernières interventions qu'on a eues, c'est pas face à la population civile ou quoi que ce soit, c'est face aux militaires, et il n'a parlé que de la guerre, en employant d'ailleurs la première fois le mot de guerre, pour la première fois, mais en plus en disant « j'organise l'économie, la société dans une vision de guerre ». Et ça veut dire quoi pour lui ? Ça veut dire qu'il peut contrôler encore plus la société russe. Parce que quand vous voyez les résultats en Russie, aujourd'hui, de ce qui se passe, les frappes d'il y a 3 jours, etc., personne ne dit que la guerre est une erreur. Tout le monde dit qu'elle est mal menée. C'est pas la même chose. Mais la guerre, la Russie, les Russes disent on a raison de la mener, mais simplement elle est mal menée. Vous confondez deux choses avec 1813 et 1941-42, c'est que le territoire de la Russie était envahi. Oui, Là, c'est une guerre de Mais conquête. attendez, Pour l'instant, les Russes ne voient pas leur territoire attendez, envahi. Et quand vous parlez de temps long, je termine Attendez, juste là-dessus. n'interprétez pas mal ce que je dis. Je dis que c'est dans la tête de Poutine qu'il y a ça. Oui, d'accord. Et donc, en matière de temps long, je vous rappelle quand même que l'offensive napoléonienne, en 6 mois, elle était terminée. Non, mais on va Et pas les refaire Alliés l'histoire. étaient à Paris. Et en 1941, au bout de 6 mois, en janvier 42, c'était déjà terminé. Donc en 6 mois, le sort des armes s'était renversé. C'est extraordinaire, c'était très rapide. Or là, ça fait presque 1 an que les Russes s'enlisent en Ukraine. 1 an. Donc ça veut bien dire que le temps long, et ça je rejoins de nouveau ma camarade franco-ukrainienne, c'est que le temps Non, mais long joue pour Jean, l'Ukraine. ce que dit Dominique, c'est que l'armée russe compte sur le temps long pour retrouver plus d'hommes, pour refabriquer, pour avoir plus de drones iraniens, dire qu'ils ont pour raison. retrouver Ça de veut dire l'air. que c'est Ça ne veut eux, pas c'est dire leur qu'ils vont vision. gagner. Mais ça veut dire que la dynamique, elle est ukrainienne aujourd'hui et que les Ukrainiens n'ont pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Ils ont intérêt à continuer sur leur dynamique. Oui. On l'a vu à Makivka, et on l'a vu à Kherson il y a 2 mois, et on l'a vu à Kharkiv il y a 4 mois. David, Nicolas. je pense que moi je suis à la fois d'accord, mais je voudrais rajouter peut-être une autre perspective. D'accord sur la dynamique, d'accord sur le fait que l'Ukraine est en train effectivement de gagner et que la Russie est en train de perdre. Poutine ne peut pas gagner la guerre, ça c'est une certitude. Mais, premièrement, Poutine est prêt à aller jusqu'au bout. S'il doit sacrifier 1 million de soldats, les envoyer au casse-pipe dans les pires conditions, il le fera. On l'a Et donc, vu de déjà. ce point de vue-là, Oui, je dirais, bien sûr. il a effectivement cette perspective. Je m'en moque complètement des morts, je me moque des souffrances. Bon, ça, c'est la première réalité. La deuxième, oui, il y a cette dynamique ukrainienne. Mais pour reconquérir encore à peu près 100 000 km², ce n'est pas encore tout à fait gagné. De ce Ah non, mais point de vue-là. personne Et voilà, ne dit voilà. ça. Et donc, On ça dit veut juste que dire- la et donc- dynamique et est donc, voilà. ukrainienne. Et donc, je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire que Poutine se dit, finalement, on va peut-être arriver à un moment où il y aura une lassitude, où les opinions occidentales, et peut-être encore plus que les opinions, d'ailleurs, les dirigeants occidentaux vont dire on va essayer quand même de parvenir, il faut arrêter cette guerre, on va essayer de pousser vers des négociations. Ils jouent sur cette croyance, vraie ou fausse, mais ils jouent sur cette croyance. Et il faut savoir que si une partie de l'Ukraine est encore occupée, quand il y a, admettons, des négociations, un cessez-le-feu ou je ne sais quoi, ce ne sera pas une victoire totale pour Poutine, mais ce sera encore une victoire. C'est-à-dire que tant que la Crimée ou une partie du Donbass reste occupée, c'est une victoire nette. pour Il Poutine. pourra toujours dire. Voilà. Et voilà. J'ai Et au alors, il moins n'aura une pas partie du réussi à, territoire. entre guillemets, à dénazifier, à occuper tout le pays, à contrôler l'Ukraine, etc. Mais il aura tout simplement montré aux Occidentaux, ce qui est l'un de ses buts idéologiques, qu'ils ne sont pas cohérents jusqu'au bout. Et quand il parle du droit international, du respect du droit international et d'autres choses, du jugement des crimes et ce genre de choses, eh bien, les Occidentaux ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Et donc, la vraie dernière réflexion, et là, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'il faut que les Occidentaux soient aujourd'hui suffisamment volontaires pour donner plus d'armes, notamment, on connaît l'histoire des Léopard 2 allemands, par exemple, de lancer, de donner aussi à l'Ukraine des missiles à plus longue portée et une partie de l'aviation de chasse pour frapper véritablement la Russie dans les profondeurs ou les zones occupées dans leurs profondeurs. Et ça, c'est la cohérence. Les 3 armes que vous venez de citer sont encore Voilà. considérées comme des lignes rouges Voilà, exactement. par les capitales Et faisons- occidentales. faisons- Par les faisons capitales éclater- occidentales. faisons- et Ah, David, si. je termine là. Faisons éclater les lignes rouges. Non, c'est Justement, ce qui est je pense que génial. c'est ça qui est Ce essentiel. que vient de faire la France en livrant des AMX-10, qui sont en plus du matériel que les Ukrainiens peuvent utiliser tout de suite sans formation. C'est pour ça que c'est parfait. Ce sont considérés dans les accords de désarmement comme des chars
légers, mais des chars quand même dotés d'un petit canon de 105 mm. Je peux vous assurer que le 105 mm, ça fait quand même de gros dégâts. Au blindage, quand même, qui n'a rien à voir avec les chars Léopard dont on parle, ou les chars Leclerc français, ou les Abrams américains. Sauf que je vous rappelle qu'au mois de mars dernier... Je ne dis pas que ce n'est pas un progrès pour les Ukrainiens, Voilà. mais je vous rappelle on n'est pas dans les armements lourds. Si. Que les... On y est. Non, on n'est pas dans les chars type... Enfin, Dominique Non, mais Trinquant va nous aider à nous départager. Oui, je vous assure, dans les accords de désarmement, les AMX... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans les chars d'assaut. Voilà, on n'est pas dans les chars d'assaut. Mais je vous rappelle qu'au mois de mars dernier, le président de la République, et ça a été son discours jusqu'il y a encore il y a un mois, c'était... On ne livrera pas de matériel lourd et de matériel offensif, notamment des chars et des avions, parce que ça serait nous faire entrer dans la co-belligérance. Non, mais entre-temps, la France a livré des canons César, oui, mais qui sont autrement plus décisifs sur le terrain que les chars AMX. Je suis d'accord, mais n'empêche que ça avait été exclu par le président de la République pendant quasiment un an de conflit. Mais les HIMARS avaient été exclus par les Américains pendant de nombreux mois. Et ça veut dire donc que les Allemands, aujourd'hui, sont coincés. Ça, c'est un coup que vient de faire Paris à Berlin. Et à Berlin, ils le prennent comme ça, je peux vous le dire. Ils sont verts, parce qu'ils vont être obligés maintenant de livrer aussi l'équivalent. Or, ils n'ont pas de AMX-10. La seule chose qu'ils ont, c'est des Léopard 2. Et là, le coup que vient de faire Paris, effectivement, en changeant son fusil d'épaule, est un coup assez génial. Alors, si l'Allemagne, et je parle sous le contrôle du général Trinquant, si l'Allemagne livre des chars d'assaut occidentaux, parce que rappelons que les AMX, ce n'est pas des chars d'assaut, c'est un matériel important. C'est des roues, ce n'est pas des chenilles. C'est des chars de 15 tonnes, ce n'est pas des chars de 50 tonnes. Ce n'est pas des chars destinés à une offensive. Voilà, ce n'est pas des chars destinés à une offensive. Si l'Allemagne livre... Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. J'ai eu l'honneur de commander des AMX-10RC, donc je les connais bien. Vous les avez commandés? Oui, alors les chars, il y a 3 caractéristiques. Puissance de feu, mobilité, protection. Voilà. L'AMX-10RC, il a la puissance de feu. C'est-à-dire celui que la France vient de dire qu'elle livrerait à l'Ukraine. Roue canon, donc il a la puissance de feu avec le canon de 105. Il a la mobilité. Voilà. Alors, pas la mobilité tactique au sens où des roues dans la boue, c'est pas terrible. Mais en revanche, quand vous êtes en train de monter une opération à Kherson et que d'un seul coup, vous devez aller à Kharkiv, les chars, ils vous font ça à 90 km/h sur les routes très rapidement. Donc, c'est une mobilité opérative très importante. Son point faible, vous avez raison, c'est le blindage. Et donc, c'est pour ça que dans l'utilisation de ces véhicules blindés, moi, je les vois bien soit dans la mission qu'ils ont toujours remplie, du moins quand je les avais, c'est-à-dire la reconnaissance, aller chercher des trous, et vous avez un canon quand même pour tirer, soit en réserve. C'est-à-dire que vous montez une offensive avec des Panzer, des vrais, j'emploie le terme allemand pour exprès, des vrais, et puis ensuite, vous avez ça pour l'envoyer en renfort là où vous en avez besoin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean sur l'effet psychologique et politique qu'a fait la France en lançant ça. Il y a des réunions de l'OTAN la semaine prochaine. Et là, les Allemands et les Américains vont dire merde, les Français ont envoyé ça. Nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on n'a pas l'équivalent. Et les seuls qu'on a, c'est les gros. Voilà. Les Américains ont les Bradley quand même. Non, le Bradley, c'est pas un char. Le Bradley, c'est un véhicule transport de troupes avec de l'armement dessus. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de canon. Il y a un canon de 20 mm. C'est rien du tout. Hein, et deuxième point, là, je parle pour la France. La France a beaucoup hésité. Pourquoi ? On lui demandait les Leclerc. Oui. Seul problème, c'est que si vous livrez des Leclerc, vous n'avez plus de charge jusqu'en 2040. Parce qu'il n'y a pas de successeur au Leclerc pour l'instant. Et les usines sont fermées. C'est la seule raison, d'après vous, pour laquelle on n'a pas livré les Leclerc. Mais bien sûr. Oui. En revanche, les amis on aurait pu en livrer 10. Non, mais ça sert à rien. Faire quoi ? Ça sert à rien. Il faut former on en a combien des Leclerc ? On en a 200. On aurait pu en livrer 50. Non. Ça sert à rien. Compliqué. Mais en revanche, sert à rien, 50 chars Leclerc. Mais 50 non, chars 10 chars Leclerc. Attendez, non, il faut les Ukrainiens ont beaucoup de chars. Soviétiques. Ben oui, et alors ils sont pas mauvais, je vous garantis. Simplement, les amis d'ICRC, eux, commencent à être remplacés par le Jaguar. Ouais. Donc la France peut dire, OK, je cède les amis d'ICRC, puisqu'il y a les Jaguars qui arrivent. Donc je ne déshabille pas l'armée française. Parce que là, vous avez raison. Faites attention aux opinions publiques nationales qui disent, mais dites donc, on envoie tout ça là-bas, et nous, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Et donc, la France doit faire attention de donner, mais pas trop, de façon à pouvoir continuer sa montée en puissance qui a commencé il y a 5 ans
et qui était le seul pays en Europe à l'avoir Et commencé il y a 5 ans. je vous rappelle quand même que les Leclerc, au départ, on devait en avoir 500, il y en a eu 250. 1400. Combien La première, oui, chasse, c'était 1400, c'est voilà. 1400. 500, on devait en avoir encore 250 aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, opératif, il y en a 200. 200. Et si on en donne 50, c'est intéressant comme débat, parce qu'on se dit, on va en apporter 50, puis il va y avoir 50 léopards, et ainsi de suite. Mais c'est très compliqué à gérer un parc aussi différent en termes d'entretien, donc ça veut dire que vous avez des Pièces équipes détachées, ukrainiennes, en pièces détachées, etc., des chaînes logistiques extrêmement complexes. Donc, vous compliquez la tâche des Ukrainiens, il vaut mieux leur fournir massivement le même matériel. Alors, le AMX-10, ils n'auront pas que du AMX-10, mais le AMX-10, il est très facile à entretenir et très facile, je crois, je parle sous le contrôle, à utiliser. Et puis c'est une arme moderne avec une conduite de tir automatique extrêmement moderne, laser, caméra thermographique. Et puis je répète, le canon de 105, c'est un canon, je vais tirer avec, je vous garantis que vaut mieux pas être en face, ça fait mal. Et un canon de 20, ça Mais verse ça pas ne un tire blindage? pas. D'abord, ça tire beaucoup moins loin. La MX-10RC tire à 2000 mètres. Même si les distances pratiques, c'est entre 1000 et 1500. Mais ça ne tire pas du tout les mêmes munitions. Là, la MX-10RC va tirer de l'explosif, si vous voulez tirer dans des maisons ou dans des villes, des charges creuses sur des véhicules légèrement blindés, des obus flèches sur les chars que pourraient avoir les Russes en face. De 20 mm, non. Ça va vous tirer sur des blindés légers, pas sur des gros chars. Bien. Oui, Mariana. Oui, quand même. Alors, on ne peut être que soulagé d'apprendre que ce sont des excellentes armes françaises qui vont servir l'armée ukrainienne et qui vont certainement être très utiles. Mais je suis d'accord sur le fait que l'utilité principale de ce geste n'est pas dans l'utilisation de ce char précisément, mais Jean a Dans l'effet d'entraînement qu'elle Mais va Jean avoir. a tout à fait raison, et c'est tout ce que nous avons vu, non même pas depuis le mois de février, mais même depuis le mois de décembre et le mois de janvier. Parce que quand les États-Unis prévenaient qu'il y aura l'invasion, les Ukrainiens, naturellement, ont dit donnez les armes pour qu'on puisse se défendre, parce qu'on n'en a pas assez. Enfin, les Ukrainiens Non, ne croyaient peut-être pas à pas. l'invasion et aux informations Peut-être américaines. peut-être pas. Et en fait, il fallait à chaque fois quémander et aller chercher quelqu'un qui donnera ne serait-ce que des casques ou ne serait-ce que des gilets pare-balles. Parce qu'au début, je pense que l'Allemagne, elle proposait les bouteilles d'eau et les mouchoirs, enfin des choses comme ça. Donc à chaque fois, il fallait chercher quelqu'un qui puisse donner un tout petit peu, mais qui dépasse légèrement la catégorie acceptée, entre guillemets, pour que les autres puissent se débloquer. Et les Ukrainiens cherchaient les chars. Justement, nous parlions du temps, nous parlions des offensives. Les Ukrainiens ont besoin des chars. Les Ukrainiens demandent des chars, mais depuis 6 mois, 7 mois. C'est une arme cruciale pour une offensive. Et là, c'est excellent ce que vient faire la France, parce que là, en effet, on vient de débloquer, un tout petit peu comme dans un jeu vidéo, on vient de débloquer les chars. Prolongeons, pardonnez-moi.